soit fait dans les normes et a été chassé. C'est une affaire qui a été en justice et on n'en a jamais entendu parler. Eh bien voilà, chose rétablie. Vous disiez il y a un peu plus d'un an, André Fabre, c'est la fin de l'omerta concernant l'amiante en Calédonie. Qu'est-ce qui venait de changer à l'époque pour que vous soyez si satisfait d'un coup? En quelle année, pardon? C'était il y a quelques mois, oui, on va dire en octobre 2010. À partir de là, vous avez oui. commencé à reprendre des couleurs. Pourquoi? Justement parce que devant toutes les preuves que nous accumulions, il y avait déjà eu des petites actions en justice et les gens se sont penchés sur ce problème. Et alors la fin de l'omerta est vraiment bien caractérisée, c'est tout dernièrement, justement à quelques semaines des procès qui sont en cours aujourd'hui, le CNRT a édité, oui, le CNRT, c'est le Centre national de recherche technologique, a donné des informations sur des travaux qu'il occupait depuis 2005. Comme par hasard, c'est la date de la création de notre association. Et ils ont travaillé et là, en 2012, ils ont sorti un rapport. Alors, c'est magnifique. Vous trouvez ça sur leur site internet. Vous trouvez des photos de tous les sites miniers de Calédonie avec de l'amiante avérée. Maintenant, c'est connu. Et ce rapport est quand même contresigné par l'Université de Nouvelle-Calédonie, le BRGM, enfin, tous les organismes scientifiques de la place. Et puis, octobre 2010, c'était la première condamnation de Dumez, voilà. Justement, en appel, c'était hier. Et puis, octobre 2011, une condamnation aussi de la SLN pour des procès qui sont pour certains en appel. Depuis combien de temps les spécialistes géologues médecins savent qu'il y a un problème d'amiante ici chez nous? On le sait depuis 1940, juste avant les... C'est d'ailleurs à la demande de la SLN de l'époque qui a demandé à la Société géologique française de lui décrire un peu ce que c'était que le minerai de nickel. Et donc, c'est des géologues qui n'avaient pas les équipements que nous avons aujourd'hui, ont quand même révélé cette présence d'amiante. À l'époque, ils s'appelaient ça l'asbeste, c'était le terme anglo-saxon, mais ça a été découvert. Donc, ça fait 70 ans. Et il y avait déjà des mises en garde pour les industriels. Pas tellement, justement. Voilà, c'est ça. Dans mes études, je me suis aperçu que on trouvait des tas de références dans les revues scientifiques, mais c'était courant parce que à l'époque, l'amiante, c'était simplement un composant du minerai de nickel, un composant géologique, même des sols qui ne sont pas forcément minéralisés en nickel. Hein. C'était un composant qui est en Calédonie, qui était bien connu, mais on ne connaissait pas sa dangerosité. Où l'omerta s'est créé, c'est dans les années 40, à partir de 45 jusqu'à 50. Il y a eu, en 45, c'est la date à laquelle les maladies dues à l'amiante ont été reconnues dans le tableau des maladies professionnelles. Et en 1950, alors là, ça a été complètement ouvert. Et le fait, justement, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est le FIVA, s'est créé parce que entre cette date-là et 1997, où l'amiante a été interdit en métropole, et ça a été l'omerta, c'est-à-dire qu'on a continué de distribuer d'utiliser l'amiante dans son application industrielle. Le 258, si vous aussi, vous souhaitez poser des questions à mon invité de ce matin, André Fabre, le président de l'association de défense des victimes de l'amiante, n'hésitez pas. Donc, pourquoi justement les Calédoniens ne peuvent-ils pas bénéficier de ce fameux FIVA dont vous venez d'évoquer le nom, le Fonds national d'indemnisation? Alors c'est une vaste question. Je me la suis posée depuis bien longtemps. J'ai commencé quand je me suis aperçu de cette injustice. Je me suis adressé localement, je voyais c'était encore en pleine situation d'omerta. Donc je me suis adressé à la haute autorité pour la lutte contre les discriminations, la HALD, qui a reconnu le problème. On a eu des échanges de mails.
professionnels, et je leur ai bien expliqué tous les aspects de ce problème. Mais c'était tellement sensible, ils ont... et pourtant, ça ne l'était plus en France. Oui, tout à fait. En France, on avait décidé d'être tout à fait. clair. Non, mais le problème de la dangerosité de l'amiante était reconnu par tout le monde, mais c'était en Calédonie que les malades n'étaient pas pris en charge par le fonds. Alors, pour en revenir un petit peu à la formation de ce fonds c'est apparu au moment justement de Jussieu, quand les gens se sont aperçus que l'État n'avait pas fait son œuvre de protection de la santé de la population, et a été condamné par comment s'appelle, c'est pas le Conseil constitutionnel, mais c'est le Conseil d'État a été condamné à indemniser les malades et à faire le nécessaire. À ce moment-là, il a été condamné, et il s'est créé le FIVA, qui était chargé d'indemniser les malades, puisque c'était la faute du gouvernement. Alors bon, à l'époque, le problème n'était pas très bien connu, et on a tout mis sur le dos des maladies professionnelles, et donc les professionnels ont été les malades victimes d'une exposition dans le cadre professionnel ont été pris en charge par la sécurité sociale, enfin en métropole, et il y avait un petit ajout justement pour les gens contaminés dans le cadre environnemental, et là c'était l'État qui était responsable, parce que là il y avait personne qui pouvait les indemniser à sa place. Et donc c'était le FIVA qui faisait ça. Le FIVA a été fait pour ça. Et alors moi, quand j'ai commencé d'envoyer les dossiers, il y en a actuellement plus de 40 qui sont déposés au FIVA et qui ne sont toujours pas suivis. Et alors à chaque fois, le FIVA nous renvoie les dossiers ou nous demande des compléments d'information médicale. On sent qu'il n'est pas à l'aise dans cette situation. Il faudrait une convention, semble-t-il, avec notre gouvernement calédonien. Voilà, tout à fait. Et alors là, ce qui nous a permis, c'est que pour un des cas, il y a un employé du FIVA qui a marqué qu'il aurait été impossible d'indemniser les malades calédoniens. C'est sur cette base-là, de cette déclaration, pour un malade, qu'on a posé la question prioritaire de constitutionnalité. En vous tournant cette fois vers le Conseil constitutionnel. Voilà. Et vous avez bon espoir que ça fasse bouger les choses. Alors, oui, c'est ça. Voilà. Alors, la question, c'est, en gros, il n'y a pas de raison qu'il y ait rupture d'égalité entre les citoyens français de métropole et les citoyens français de Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Ça remonte à la Déclaration des droits de l'homme et puis à tous les textes qui sont parus par la suite. Vous pensez qu'il va falloir combien de temps pour que le Conseil constitutionnel se Ça va être prononce ? assez court. Ça va être assez court parce qu'en partant de la Cour d'appel à Nouméa, dans 3 mois, elle va poser ce problème-là, parce qu'elle est compétente, c'est un problème d'un niveau constitutionnel. Donc elle va faire suivre notre requête auprès de la Cour de cassation, qui va encore se replonger sur le caractère sérieux de notre démarche. Et la Cour de cassation va pas non plus trancher, puisque c'est un problème constitutionnel, et va envoyer ça au Conseil constitutionnel. Non, ça veut dire 20 ans de non, procédure. Non, pas du tout. Pas du tout. Étant des problèmes d'urgence, c'est traité en 2 mois. Hein. Chacun, la Cour de cassation a 2 mois pour le traiter et le Conseil constitutionnel 2 mois. On peut espérer que dans le milieu de l'année prochaine, on aura la réponse à notre requête. André Fabre, le président de l'association des victimes, l'association de défense des victimes de l'amiante. Parlons des pratiques justement et des changements de comportement, André Fabre. Les entreprises du BTP font-elles ce qu'il faut maintenant chez nous quand elles tombent par exemple sur un filon d'amiante en faisant une fondation ou Dieu sait quoi, une route? Elle devrait, puisqu'il y a maintenant, ça y est, grâce à notre action, il y a eu une délibération que nous appelons la délibération 82, qui les oblige à le faire. Hein. Ça fait référence à des articles du Code du travail, pratiquement des copies-collées des textes métropolitains, et ils devraient le faire. J'ai un exemple très précis, c'est la reprise du col, la dernière route à horaire de Calédonie, le col de Petchekara, qui est en cours de travaux et qui, dans l'appel d'offres, je m'étais permis de féliciter les donneurs d'ordre parce qu'ils avaient complètement intégré cette réglementation. Dans l'appel d'offres, il y avait des cartes en leur disant, dans cet endroit-là, il y a de l'amiante, là, il y en a moins, il y a ceci, c'était très précis.